Souvenez-vous de l'histoire de Gary Plocher, ce père qui a tué le violeur de son fils. Il était alors question de savoir s'il est moralement acceptable ou condamnable de se faire justice soi-même. Aujourd'hui, rebelote, c'est cette fois une mère de famille, elle-même abusée enfant, qui va s'en prendre au violeur de son fils. Cette affaire a connu un énorme retentissement aux États-Unis dans les années 90. Aujourd'hui, la triste histoire d'Ellie Nessler. Les YouCrim Sisters sont de retour. On a fait durant ce break le plein d'histoires, plus folles les unes que les autres. Alors abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et bon visionnage. La petite Ellie Nessler a grandi dans la campagne entourant la ville de Jamestown, située dans le comté de Tuolumne, en Californie. C'est une petite ville très rurale qui comptait 3433 habitants en 2010. Ellie était l'aînée de 3 enfants et elle a eu une enfance particulièrement difficile. Son père, qui travaillait dans une mine de charbon, était un alcoolique notoire, particulièrement violent, et qui battait régulièrement sa femme. Ellie elle-même était souvent battue lorsqu'elle tentait de s'interposer entre son père et sa mère, ou encore ses jeunes sœurs, pour les protéger. Par la force des choses, à cause de cet environnement difficile et des difficultés financières que rencontrait sa famille, Ellie est vite devenue indépendante. Adolescente déjà, elle faisait beaucoup de petits boulots pour aider sa famille à joindre les deux bouts. Par exemple, elle réparait des voitures ou conduisait des tracteurs pour les éleveurs de bétail locaux. Elle creusait des fossés, installait des tuyaux d'irrigation et j'en passe. Elle s'était mariée une première fois très jeune et avait rapidement divorcé. Elle a par la suite rencontré Bill Nessler, chercheur d'or de profession. Le couple s'est marié et ils ont eu leur premier enfant en 1982, un petit garçon nommé William. À l'automne 1984, Ellie, son époux et son jeune fils, dans l'espoir de devenir riches, ont déménagé au Liberia pour extraire de l'or. C'est là-bas qu'Ellie a donné naissance à sa fille, Rebecca, lorsqu'une guerre civile a éclaté. Ellie a pris la décision de retourner aux États-Unis alors que son mari, lui, a décidé de rester au Liberia pour continuer à travailler dans les mines d'or. Et sachez que nous n'avons pas trouvé d'informations quant à leur séparation. Se sont-ils donc séparés à l'amiable? Ont-ils divorcé? Ou étaient-ils toujours en couple? Nous n'avons trouvé aucune information sur la toile. Donc, impossible de vous renseigner plus. Sachez juste que le père ne reviendra jamais dans la vie de ses enfants et de sa femme. Bref, de retour aux États-Unis, Ellie s'installe dans une caravane à Sonora, une ville du comté de Tuolumne, en Californie. Cependant, la vie était difficile pour Ellie, qui parvenait à peine à joindre les deux bouts, grâce notamment aux aides sociales et en coupant du bois. Dans son malheur, elle a tout de même eu la chance d'être bien entourée. Sa sœur, Jane, et sa mère, Marie, vivaient non loin de chez elle. En plus de ça, elle avait la chance de pouvoir compter sur le soutien des membres de l'église dont elle faisait partie. Les membres de cette église étaient très proches les uns des autres. Ils étaient comme une famille. Ellie, élevant seule 2 enfants, était heureuse de pouvoir compter sur les membres de cette communauté, membres qui l'aidaient à faire des réparations chez elle ou qui l'invitaient à partir en vacances, et avouons que ce n'était pas du luxe pour Ellie. Cependant, Ellie était une mère très protectrice envers ses enfants. Elle était donc très stricte et n'autorisait absolument pas ses enfants à se rendre chez les gens si elle n'était pas présente, ce qui agaçait son fils, le petit William, surnommé Willy. En effet, Willy souhaitait pouvoir aller chez ses amis, participer à des anniversaires ou des soirées pyjama sans que sa mère ne soit présente. Et comme elle refusait systématiquement, des tensions ont commencé à naître entre les deux. Alors, quand pendant l'été 1988, l'église dont faisait partie Ellie a organisé un camp de vacances chrétien, de grosses tensions ont à nouveau éclaté. Et si vous vous posez la question de l'âge du petit Willy, sachez qu'il avait seulement 6 ans à ce moment-là. Willy, du haut de ses 6 ans, a supplié sa mère de le laisser partir à ce camp de vacances, seul, mais Ellie n'était encore une fois pas d'accord. Ellie refuse encore et toujours de laisser son fils partir seul en vacances. Et en réalité, ce n'est pas pour rien
Kelly agit comme ça, elle cache en réalité un terrible secret. Elle a été abusée sexuellement à l'âge de seulement 3 ans et avait été abusée par la suite par au moins 3 hommes de son entourage durant son enfance. La pauvre Ellie, forcément, en connaissance de cause, était particulièrement vigilante et c'est pour cette raison qu'elle était si protectrice et qu'elle n'aimait pas confier ses enfants à des étrangers, parfaitement consciente que le loup pouvait avoir l'apparence d'un gentil agneau. Mais le jour du départ approchant, le petit Willy devenait de plus en plus insistant. Afin d'essayer d'apaiser les tensions entre mère et fils, la sœur d'Ellie avait discuté avec elle et l'avait persuadée de laisser partir son fils en colonie. Elle l'avait rassuré en lui disant que son fils serait avec des membres de l'église qu'elle connaissait bien et en qui elle avait confiance. Alors bien qu'elle n'était pas enchantée à l'idée de laisser partir seul son fils, Ellie a fini par accepter. Et le petit Willy était fou de joie à l'idée de partir camper 3 semaines avec ses amis. Mais à son retour de vacances, son attitude avait changé. Lui qui était auparavant si joyeux et plein de vie était maintenant un enfant colérique et rebelle. Sa famille ne comprenait pas la raison de ce changement si soudain. Ils avaient bien essayé de lui parler, mais Willy refusait de discuter avec eux et leur disait de le laisser tranquille. Au début, sa tante pensait qu'il se rebellait peut-être parce que son père lui manquait, car il n'était plus vraiment présent dans sa vie. La pauvre Ellie était désemparée, mais elle se disait qu'à la rentrée, avec son retour à l'école, son attitude allait peut-être changer. Mais plusieurs mois ont passé et l'attitude de Willy est juste devenue de pire en pire. Et ce n'est que bien des mois plus tard qu'Ellie finira par découvrir la véritable raison du changement de comportement de son fils. Nous sommes alors 9 mois après le camp de vacances, alors que Willy passe la nuit chez Jane, sa tante. Il semble particulièrement triste. Jane décide alors de discuter avec lui pour comprendre ce qui ne va pas. Elle le prend à part et commence à lui parler. Au début, il refuse, mais elle insiste. Et il finit enfin par accepter de lui parler. Mais il lui demande de ne répéter à personne ce qu'il est sur le point de lui dire, encore moins à sa mère. Ce que Jane accepte, et c'est à ce moment qu'il lui révèle la terrible vérité. Il lui explique que pendant le camp d'été, Daniel Driver, un homme âgé de 35 ans, surnommé Danny, qui était un membre très actif de l'église que fréquentait Ellie et qui avait été embauché en tant que plongeur pour ce camp de vacances, lui a proposé de lui montrer des grenouilles. Danny, qui aimait beaucoup les animaux et qui appréciait particulièrement Danny, l'avait alors suivi sans hésiter jusqu'à un endroit isolé. Endroit isolé où Danny a été abusé et violé par Willy. Il l'a ensuite menacé de le tuer, lui et sa famille, s'il parlait à qui que ce soit de ce qui venait de se passer. Et après ça, Danny a continué à abuser de Willy pendant tout son séjour. Et malheureusement, à son retour de vacances, le cauchemar a continué pour Willy, puisque Danny a continué à abuser de lui pendant plusieurs mois. En apprenant ça, forcément Jane est sous le choc. Elle explique alors à son neveu qu'elle ne peut pas garder un tel secret, mais elle rassure Willy et lui explique que rien ne lui arrivera à lui ou à sa famille, puis elle fonce chez sa sœur pour lui révéler la terrible vérité. Et en apprenant la nouvelle, Ellie s'effondre. Elle s'en veut terriblement de ne pas avoir écouté son instinct et d'avoir laissé son fils partir seul en vacances. Mais elle est heureuse d'enfin pouvoir comprendre le changement de comportement si soudain de Willy. Elle comprend qu'en plus des abus, Willy a vécu dans la peur pendant plusieurs mois, convaincu que Danny pouvait venir à tout moment le tuer, lui et les siens. Ellie est littéralement furieuse et se rend sans attendre au commissariat pour porter plainte contre Danny. Après avoir pris sa plainte, les officiers ont vérifié le casier judiciaire de Danny et c'est à ce moment qu'ils ont découvert qu'il n'en était pas à son coup d'essai. En effet, il avait été condamné à 5 mois de prison en 1983 après avoir abusé d'un enfant dans la ville de Santa Clara en Californie. Et les officiers sont sous le choc, car au premier abord, Danny semblait un homme sérieux. Il fréquentait assidûment l'église, avait toujours une Bible sur lui et citait souvent des versets de la Bible. C'était un homme très proche des enfants, surtout des jeunes garçons, en particulier des enfants de mères célibataires ou de mères divorcées, avec qui il passait beaucoup de temps et auxquels il portait une attention toute particulière, si bien qu'il avait fini par devenir une figure paternelle pour ces jeunes garçons.
Mais ce n'est pas tout, puisque les officiers découvrent également qu'en 1984, il avait été accusé d'avoir abusé de 5 garçons de la ville de Santa José, en Californie. Suite à ces accusations, il avait été arrêté, mais juste avant que ne débute son procès, des membres de l'église qu'il fréquentait à San José avaient envoyé des lettres au juge en charge de l'affaire dans lesquelles ils affirmaient que Danny était un homme bon et pieux qui fréquentait régulièrement l'église et que jamais, au grand jamais, il n'aurait pu faire de telles choses. Et c'est pour cette raison que Danny n'a pas été condamné à de la prison ferme et que le juge l'a seulement placé en liberté surveillée. Suite à cette condamnation, Danny avait pris la décision de déménager et de s'installer dans le comté de Tuolumne pour se rapprocher de sa mère qui vivait là-bas. Et à la lumière de ces nouveaux éléments, les policiers étaient bien décidés à mettre ce pédophile notoire sous les verrous. Dans le doute, ils prennent la décision d'interroger d'autres enfants qui avaient eux aussi été en contact avec Danny, et c'est ainsi qu'ils découvrent que Daniel a abusé de 4 autres petits garçons en plus de Willy. Il utilisait toujours le même mode opératoire. Comme je vous le disais, il ciblait les enfants de mères célibataires ou divorcées et utilisait sa position au sein de l'église pour gagner leur confiance. Pour ce faire, il accordait une attention toute particulière à ces garçons, les emmenait faire du shopping, leur offrait des cadeaux et une fois qu'il réussissait à se trouver seul avec sa victime, il passait à l'acte. Et c'était inlassablement les mêmes menaces. S'ils osent dire un traître mot de tout ça, ils tueraient leur famille, bien évidemment eux-mêmes. Grâce à tous les éléments qu'ils ont en leur possession en 1989, décision est prise par les officiers d'inculper Daniel pour avoir abusé de Willy et de 4 autres petits garçons du comté de Tuolumne. Les policiers décident alors de l'arrêter, ils se rendent donc à son domicile, mais surprise, le domicile est vide. En réalité, Danny a déjà eu vent de leur enquête, et ça fait belle lurette qu'il a fui la ville. En sachant Daniel en liberté, le petit Willy s'est mis à paniquer. Il était persuadé qu'il allait revenir et s'en prendre à lui et à sa famille. Le pauvre enfant n'en dormait plus, pire même, sa santé mentale a commencé à se détériorer. Il a commencé, malgré son extrême jeune âge, à souffrir de dépression et d'anxiété, sans compter ses maux de tête et de ventre et tous ses cauchemars. Il est devenu encore plus agressif, encore plus colérique. L'enfant se bagarre régulièrement avec ses camarades, ses professeurs sont dépassés et le petit est obligé de changer d'école à 3 reprises. Et il va falloir attendre plus de 3 ans, en 1993, pour que Danny soit enfin arrêté, non pas pour ses agissements passés, mais pour un simple vol à l'étalage dans la ville de Palo Alto. C'en est fini pour lui. Il plaide coupable et est extradé vers le comté de Tuolumne pour faire face aux accusations d'abus sexuels portées à son encontre. Et Ellie est aux anges. Cela fait longtemps qu'elle attend ce moment. Elle l'a espéré si fort, mais ce n'est pas le cas du petit Willy. Lui est particulièrement stressé et terrifié à l'idée de faire face à Danny lors du procès. Rien que de penser à l'idée de témoigner le rend malade. Chaque fois qu'il y pense, il se met à hyperventiler et à vomir. Et c'est pour cette raison qu'Ellie a demandé au procureur en charge de l'affaire que son fils puisse témoigner dans une salle séparée et que ce témoignage soit filmé afin qu'il n'ait pas à se trouver dans la même pièce que son agresseur. Ce qui a aussitôt été refusé par le procureur. Hors de question. Il explique à Ellie qu'il est effectivement possible de témoigner par vidéo et dans une pièce séparée. En revanche, le témoignage doit être retransmis en temps réel au tribunal, car selon lui, l'accusé doit pouvoir être confronté à la personne qui l'accuse. Mais ce dispositif vidéo coûte cher et le comté de Tuolumne n'a pas le budget pour le mettre en place. D'ailleurs, il n'y a même pas de tribunal à proprement parler à Tuolumne, et la petite salle d'audience du comté ne possédait même pas de détecteur de métaux. Et forcément, tout ça terrifie le pauvre Willy. Il est déjà terrifié par Danny, mais il est aussi terrifié à l'idée que tout le monde découvre ce qu'on lui a fait. C'est le 2 avril 1993 qu'a lieu l'audience préliminaire. C'est une audience qui sert à déterminer s'il existe suffisamment de preuves pour qu'un procès ait lieu, et on improvise cette audience dans un centre communautaire du comté. Daniel est inculpé de 7 chefs d'accusation. Toutes ces victimes avaient entre 6 et 8 ans au moment des faits, et ce jour-là, toutes les victimes devaient témoigner à la barre. Et le matin même de l'audience, le pauvre Willy
était si stressé qu'il avait vomi dès son réveil. Et une fois arrivé dans le centre communautaire, au moment de descendre de la voiture, il avait encore vomi. Ellie a mal au cœur de voir tout ça, c'est comme si on punissait à nouveau son fils qui a déjà tant souffert. Et alors qu'elle et sa sœur, Jane, attendaient à l'extérieur, le jeune garçon avait une nouvelle fois supplié sa mère de ne pas témoigner. Mais Ellie connaît toute l'importance de ce témoignage, elle ne pouvait que lui dire d'être courageux pour que Danny puisse enfin être condamné et qu'il ne puisse jamais plus faire de mal à aucun enfant. Le petit Willie a alors dit qu'il ferait de son mieux. Alors qu'ils attendaient dehors que Willie soit appelé à la barre pour témoigner, un véhicule transportant Daniel Driver est arrivé. Et quand il a vu le petit Willie en piteux état, Daniel l'a regardé droit dans les yeux et a souri. Ellie était furieuse que Driver se moque d'eux. Selon elle, il était clair qu'il était persuadé qu'il ressortirait encore une fois libre du tribunal, et ça la rendait folle de rage. Alors quand il est passé à côté d'elle, elle a tenté de se jeter sur lui, mais sa famille l'en a empêché. Au cours d'une pause pendant l'audience préliminaire, alors qu'Ellie arpentait les couloirs et essayait de réconforter son fils qui attendait son tour pour témoigner, Ellie a croisé la mère d'une autre des petites victimes qui sortait de la salle d'audience. Et la mère du petit a dit à Ellie que l'audience se déroulait très mal, que les enfants étaient trop nerveux pendant leur témoignage et qu'ils faisaient des erreurs à cause du stress, et qu'en plus de ça, l'avocat de la défense était impitoyable et qu'il n'hésitait pas à exploiter leurs faiblesses sans vergogne pour les mettre en échec. Alors forcément, les petits perdaient leurs moyens. Elle a aussi ajouté qu'elle est persuadée que Daniel ressortira libre. Ellie est furieuse à l'idée que Danny puisse encore une fois s'en sortir. Elle regarde alors son fils et c'en est trop pour elle. Elle devient malade à l'idée que l'homme qui a détruit son fils puisse s'en sortir aussi facilement. Elle est persuadée à ce moment qu'il va ressortir libre et recommencer encore et encore, et que son fils allait continuer à vivre dans la peur. Elle prend alors la décision de mettre un terme à ce cauchemar. Elle se dirige vers le sac de sa sœur qui était posé sur un banc et elle y récupère discrètement l'arme qui se trouvait à l'intérieur avant de le glisser dans sa poche. Et sachez que dans le comté de Tuolumne, il n'est pas rare que les habitants portent une arme sur eux. Et si Jane ne se souvenait même pas avoir eu cette arme dans son sac en entrant dans le tribunal, ce n'était pas le cas d'Ellie. Alors que l'audience est encore en pause, Ellie entre alors dans la cour et sans un mot, elle passe près de Daniel qui est alors menotté et assis avec son avocat à la table de la défense. Elle sort son pistolet calibre 25 et sans un mot, elle le regarde droit dans les yeux et tire 6 fois sur lui, ne le loupant qu'une seule fois. Danny s'effondre au sol, il a reçu 5 balles dans la tête et dans le cou. Les personnes présentes dans la salle d'audience paniquent et prennent la fuite pour se mettre à l'abri. Des policiers arrivent alors immédiatement dans la salle d'audience et menacent Ellie avec leurs armes. Elle jette alors son pistolet. À ce moment, sa sœur Jane court pour s'interposer entre les policiers et Ellie. Elle les supplie alors de ne pas tirer sur sa sœur. À ce moment-là, les policiers hésitent. Ellie lève les bras au ciel. Les policiers la menottent et elle est aussitôt conduite en prison. Daniel lui est conduit à l'hôpital où il décédera seulement 1 heure plus tard. Ellie, quant à elle, est inculpée de meurtre au 1er degré et sa caution est fixée à 500 000 $. Et la nouvelle qu'Ellie a abattu un homme qui avait abusé de son fils en pleine cour d'audience fait rapidement la une des journaux, provoquant ainsi des débats houleux. Certains la considèrent comme une héroïne. Pour eux, elle a été poussée à agir de la sorte car la justice ne faisait pas son travail. Beaucoup pensent que si les peines de prison pour les prédateurs sexuels étaient plus strictes, elle ne se serait jamais fait justice elle-même. Et beaucoup sont également heureux de savoir que cet homme ne fera plus jamais de mal à un autre enfant. La mère d'une autre des victimes affirmera plus tard qu'elle aussi voulait ardemment tuer Daniel et que son seul regret était de ne pas avoir pu assister à la scène. D'autres, au contraire, pensent qu'elle aurait dû laisser la justice faire son travail et que ce qu'elle a fait est une insulte au système judiciaire américain. Mais un élan de solidarité s'est progressivement mis en place. Des bocaux sont placés un peu partout dans les commerces de la ville afin de réunir des fonds pour aider Ellie à payer sa caution et ses avocats. De nombreuses personnes lui envoient des chèques, des fleurs, des cadeaux et des messages de soutien, des t-shirts
et des stickers avec écrit « Libérez Ellie » sont imprimés et les revenus de leur vente lui sont reversés. Et cerise sur le gâteau, un homme de Sacramento a même payé ses $500 000 de caution pour qu'elle soit immédiatement remise en liberté. En apprenant dans la presse qu'Ellie avait été maltraitée par son père, abusée elle aussi quand elle était enfant, que son mari l'avait abandonnée et qu'elle devait s'occuper seule de ses 2 jeunes enfants, elle a immédiatement attiré la sympathie du public. Public qui s'est même mis à organiser des manifestations pour la soutenir. Mais il y a un gros mais, puisque le public a également appris par voie de presse qu'elle était sous l'effet de la méthamphétamine lorsqu'elle a tué Danny, et qu'elle avait avoué aux policiers lors de son interrogatoire qu'elle avait déjà envisagé de tuer Danny 2 ans auparavant. Et de ce fait, certains de ses soutiens l'ont lâchée. Et donc, à ce moment de l'affaire, Ellie est une personnalité particulièrement controversée. En août 1993 s'ouvre le procès d'Ellie. Elle plaide non coupable pour cause d'aliénation mentale, bien qu'elle ait déclaré aux enquêteurs qu'elle avait, encore une fois, déjà envisagé de tuer Danny au moins 2 ans avant le drame. Et c'est donc la préméditation qui pointe le bout de son nez. Et lorsqu'elle est reconnue, la peine est drastiquement plus élevée. Et c'est donc sans surprise que le procureur affirme qu'Ellie savait très bien ce qu'elle faisait quand elle a tiré sur Daniel, et même plus que ça, qu'elle avait tout prémédité. Et comme une nouvelle n'arrive jamais seule, en octobre 1993, Ellie apprend qu'elle est atteinte d'un cancer du sein. Les médecins ne lui donnent alors que 5 ans à vivre. Le verdict est alors reporté afin qu'Ellie puisse subir une intervention chirurgicale et se soigner. Elle écrit alors une lettre au juge avant qu'il ne rende son verdict, lui demandant qu'elle ne soit condamnée qu'avec sursis afin qu'elle puisse rentrer chez elle pour passer le peu de temps qui lui reste à vivre avec ses enfants. Mais en janvier 1994, la sentence tombe. Ellie est condamnée à 10 ans de prison ferme. Le juge expliquera que bien qu'il ait tout à fait conscience que 10 ans de prison pour Ellie, c'est l'équivalent d'une peine de prison à vie, puisqu'elle est atteinte d'un cancer, elle doit quand même être punie, car il est illégal aux États-Unis de se faire justice soi-même, et que ce genre de comportement pourrait conduire à la ruine de la société. Et suite à toute cette médiatisation, Ellie est devenue une véritable célébrité. En mars 95, elle est même interviewée par Oprah Winfrey alors qu'elle est en prison. Quand Oprah lui demande si elle trouve justifié le fait d'avoir tué Danny, Ellie lui répond qu'elle est désolée d'avoir tué quelqu'un, mais que d'un autre côté, elle n'aurait pas eu à le faire si le système judiciaire s'était occupé de lui. Elle a également ajouté qu'elle regrettait la douleur qu'elle avait causée à ses enfants, et qu'avec le recul, elle ne l'aurait pas fait, car à présent, elle n'est pas à leur côté. Alors qu'elle est en prison, Ellie reçoit la proposition d'adapter son histoire en téléfilm. Elle accepte, en échange de $110 000, le film sera intitulé « Le jour du jugement, l'histoire d'Ellie Nessler » et sera diffusé en 1999. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire si vous avez vu ce film ou non. Peut-être qu'il était sur TF1, sur M6, qui sait. N'hésitez pas à nous le dire. Mais revenons un poil en arrière. En octobre 1997, Ellie a fait appel de sa condamnation et pour éviter un nouveau procès, elle a conclu un accord avec le procureur. Elle a accepté de plaider coupable à l'accusation moindre d'homicide involontaire et en échange, elle est libérée de prison. Ses enfants avaient alors 11 et 15 ans. Elle a acheté une nouvelle maison et y a emménagé avec ses 2 enfants. Mais malheureusement, le bonheur n'a pas duré puisqu'Ellie n'a pas su gérer tout cet argent, à la fois des dons et du film, puisqu'elle a rapidement tout dilapidé. La famille est ruinée. Elle est alors obligée de vendre sa maison et d'emménager chez un ami de la famille. Et malheureusement, avec le temps, comme c'est le cas pour de nombreux survivants, le comportement de William n'a fait qu'empirer. Après que sa mère ait été envoyée en prison, il est devenu de plus en plus agressif et violent. Il avait des problèmes avec la justice et a très tôt fait de nombreux allers-retours en prison. Il sera au total incarcéré à 18 reprises entre 1999 et 2004 pour des délits tels que des cambriolages ou des agressions. En 2001, Ellie a de nouveau fait la une des journaux car elle a été prise en flagrant délit en train d'acheter 10 000 pilules de pseudoéphédrine servant à la fabrication de méthamphétamine. Ellie a alors été arrêtée pour vente et possession de méthamphétamine. Elle a plaidé coupable et en 2002, elle a été condamnée à 6 ans de prison. En 2004, Willie
est alors âgé de 23 ans et ce n'est plus du tout le petit garçon frêle qu'il était. Il fait désormais 1,87 m pour 102 kg. Son gabarit et ses tatouages lui donnent un air intimidant. Et il vit de petits boulots, même si la plupart du temps il est au chômage. Il vit dans une propriété appartenant à sa famille, située dans la ville de Sonora, dans le comté de Tuolumne. L'endroit était devenu un tel dépotoir rempli de tas de ferrailles, d'immondices et de voitures abandonnées qui s'entassaient jusqu'au bord de la route. C'était un tel dépotoir que les responsables du comté de Tuolumne avaient ordonné à Willie de le nettoyer sous peine de sanction. Willie a alors permis à David Davis, un homme de 45 ans en situation de handicap qui avait des problèmes de mobilité suite à une blessure à la colonne vertébrale, de vivre dans une petite dépendance en parpaing située sur la propriété en échange de son aide pour nettoyer la propriété. Et si au début tout se passe bien, en juin 2004, une altercation éclate entre les deux hommes, car David accuse Willie de lui avoir volé des outils. Suite à ça, David appelle la police. Quand les policiers arrivent sur les lieux, Willie est fou de rage. Il se jette sur David et le frappe devant les policiers. Il aurait également dit aux policiers que David avait de la chance qu'il ne l'ait pas tué. Et suite à ça, Willie est arrêté et condamné à 60 jours de prison. Il est libéré le 25 juin pour bonne conduite après avoir passé seulement 30 jours derrière les barreaux. Mais moins d'une heure après sa libération, il ne trouve rien de mieux à faire que de se rendre à la caravane où David et sa femme vivent pour le confronter. Alors même que David avait demandé une ordonnance de non-communication et que Willie n'avait pas le droit de s'approcher de lui à moins de 91 mètres. Willie est alors entré par effraction dans la caravane où il a trouvé David endormi dans son lit. Il l'a alors sorti de force de son lit et l'a obligé à sortir de sa caravane. David a bien essayé de s'enfuir afin d'échapper à Willie, mais il est tombé à terre. Il a alors supplié Willie de ne pas lui faire de mal. Mais Willie n'a eu que faire de ses supplications. Il l'a frappé à coups de pied à de nombreuses reprises, puis a pris la fuite. David décédera le lendemain à l'hôpital et Willie sera arrêté et inculpé le même jour pour meurtre au premier degré. En juin 2005, Willie est reconnu coupable de meurtre au premier degré et condamné de 25 ans de prison à perpétuité. Et pour beaucoup, c'était là la suite logique des choses. N'avait-il pas déjà pris perpète le jour où Danny l'avait emmené voir les grenouilles? Ellie, quant à elle, est libérée de prison en juin 2006, après avoir purgé 4 années sur les 6 ans auxquels elle avait été condamnée. Mais malheureusement, elle n'a jamais pu rendre visite à Willie en prison, car elle était en phase terminale de son cancer et qu'elle était trop malade pour lui rendre visite. Mais mère et fils s'appelaient régulièrement. Ellie Esler est décédée dans un hôpital de Sacramento à l'âge de 56 ans, le jour suivant Noël en 2008. Ses sœurs et sa fille étaient présentes à ses funérailles. Willie avait demandé une permission afin de pouvoir y assister, mais sa demande avait été rejetée. En octobre 2010, la fille d'Ellie et donc la sœur de Willie, accompagnée d'un journaliste, est allée rendre visite à son frère. Au cours de cet entretien, Willie s'est confié et a expliqué qu'après avoir été violée et agressée sexuellement à l'âge de 6 ans, sa vie avait changé à jamais. Selon lui, il a été profondément traumatisé par ces agressions qui lui ont laissé une cicatrice invisible qu'il gardera selon lui à vie. Il a ajouté que le fait qu'il n'ait pas reçu une aide psychologique adaptée pour gérer tout ça a probablement déclenché sa descente aux enfers. Il a expliqué que le fait que sa mère soit devenue une personnalité publique connue dans tout le pays et que son histoire ait fait la une des médias a été très difficile à vivre pour lui car il ne supportait pas d'être connu comme le gamin qui avait été violé. Il a ajouté que c'est probablement pour cette raison qu'il a toujours joué les durs et qu'il devenait agressif à chaque fois qu'il se sentait menacé. Cependant, le journaliste qui l'a rencontré a insisté sur le fait que Willie n'utilisait en aucun cas son passé pour excuser son crime et qu'il assume pleinement sa responsabilité dans la mort de David. Rebecca, la sœur de Willie, a quant à elle expliqué qu'il a été très difficile pour elle de vivre une partie de sa vie sans sa mère et sans son frère. Elle a ajouté qu'elle aurait aimé les avoir à ses côtés pendant les grandes étapes de sa vie, mais elle assure qu'aujourd'hui tout va bien pour elle. Elle est mariée, a des enfants, elle est toujours en contact avec son frère, qui est et restera
son meilleur ami et confident. Elle espère qu'il sera libéré un jour pour qu'ils puissent enfin être réunis. Mais sachez que William ne pourra être libéré sur parole qu'à partir de 2031. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, les amis. N'hésitez pas à nous soutenir sur notre Instagram YouCrimSister, achetez un œil à notre Tipeee. On remercie d'ailleurs très chaleureusement nos amis tipeurs. Quant à moi, je vous dis à très vite sur YouCrim pour une autre triste histoire.